Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Il est 23 heures et vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors, comme tous les mardis, nous sommes ravis d'être là ce soir pour votre plaisir, mais aussi pour votre édification, notre édification. Et pour ce faire, je suis accompagnée comme d'habitude du professeur Emmanuel Glipot, qui est le concepteur de l'émission et à qui je vais laisser le soin de nous donner le thème de ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gatt, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal de Horizon. Ce soir, nous allons parler de la mystique de la science et de la connaissance. C'est une série d'éditions que nous préparons également, comme d'habitude, parce qu'il faut arriver à des fins de comment préparer son sanctuaire, c'est-à-dire son élévation spirituelle à partir de soi dans son temple. Mais on va aller pas à pas en commençant par la base. La base dont ce soir, c'est la mystique de la science et de la connaissance. La connaissance, voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus, restez des nôtres. Nous allons passer 90 minutes ensemble, bien entendu, avec vos chroniques, votre réflexion de ce soir. Et bien sûr, vous aviez la possibilité de participer à l'émission en nous envoyant les messages via le numéro qui s'affiche sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes bien installé, le train quitte la gare et le prochain arrêt, c'est la chronique de ce soir. La mystique de la science face à la connaissance. La conscience doit s'étendre au-delà des firmaments de la réflexion pour se retrouver à l'orbite de la raison. Derrière celle-ci se place la raison d'être de notre propre existence au-dessus de tout. Le but étant de s'éprouver afin de parvenir à l'atteinte inéluctable de la certitude existentielle de soi, puis de tout ce qui existe dans l'ensemble. C'est à partir de là que chacun de nous va parvenir à la maîtrise de soi et dans le même temps comprendre facilement qui est l'autre. Cependant, il ne faut pas que la certitude qui est versée dans la vérité soit juste des récits ou assertions émanant de ce qui nous a été dit ou de ce que nous pensons à tort ou à raison de notre foi aveugle. Mais il faut que tout cela prenne base sur les méandres d'une analyse assurément profonde, consistant à établir les liens qui existeraient entre l'objectif et le subjectif, l'irréel au réel, la science occulte et classique, la connaissance et l'intuition. C'est en ayant maîtrisé tous ces concepts qu'on finit par être doté d'un esprit scientifique. Pour bien comprendre ce que c'est que l'esprit scientifique, cela nécessite que nous soyons à même de définir exactement ce qu'est la science elle-même. Disons que la science et la connaissance scientifique sont jusqu'ici sous le prisme d'un enseignement qui parfois est porté sur des principes erronés du genre « le sang ne circule pas », tel que le déclara un certain M. Galien au IIe siècle de notre ère. Il a fallu plus de 15 siècles plus tard pour réaliser que ce dernier n'était qu'un imposteur soutenu par le pouvoir catholique romain de l'époque. Bien qu'ayant fait tuer de milliers de chercheurs de l'époque qui s'opposaient et clamaient haut et fort que le sang circulait, n'empêche qu'il soit aujourd'hui le père des professionnels en pharmacie. On n'a jamais regretté ses forfaitures, sinon que ses disciples d'année en année se sont mis à dire que la science évoluait. Un autre exemple, Louis Pasteur, un excellent doué en matière de plagiat. Même comme après sa mort, il a été révélé qu'il ait reconnu lui-même ses manquements. De nos jours, son nom est resté gravé sur l'histoire de ses fautes blanchies et la France l'a béatifié, se baptisant le pays de Pasteur. Dans le monde dit scientifique, les cas semblables sont légion. La science est donc une sorte de problématique qui rend complexe le fait de vouloir la définir.
nécessitant de situer le contexte, les objectifs à atteindre, surtout lorsqu'il s'agit d'une formation mettant en relation quelques éléments épistémologiques, sociaux, face à ces multiples disciplines, sciences médicales, sciences économiques, sciences juridiques, etc. Le tout étant l'atteinte d'un but social donné. À travers la relation entre la science et la connaissance, on se retrouve au carrefour de ce qu'est la vie humaine par exemple. Derrière celui-ci se dévoile la relation universelle de la connaissance humaine et comment s'est organisé le vivant. Si la vie est une formation de forme, la connaissance quant à elle est l'analyse des matières informées d'une part et formées d'autre part. La métaphysique nous permet finalement de parvenir sur ce qui est fondamental pour qu'une analyse puisse être possible même devant des sujets abstraits et subtils. Résultat, même si l'on n'arrive pas à décrypter les formes d'une formation pour n'avoir pas pu déceler ou avoir perdu de vue l'originalité des formes, grâce à la métaphysique, on finira quand même à déterminer les composants de ces formes. Alors, professeur, vous parlez ce soir de la mystique de la science et la connaissance. Alors, pour vous, c'est quoi la science? Alors, c'est compliqué parce que beaucoup de gens se prévalent scientifiques et aujourd'hui sont des tueurs, en quelque sorte, ou bien sont les destructeurs du genre humain, et que la science elle-même, elle a fait complètement, elle a perdu complètement ses lettres de noblesse, parce que s'il faut bien le dire, le début de la science a toujours été l'affaire de deux catégories de personnes, ceux qui ne font pas science, mais qui sont associés à un pouvoir étatique pour mener des actions à l'intérêt de ce pouvoir, parce que apparemment depuis la nuit des temps, les pouvoirs dans le sens de ceux qui gèrent la société tiennent compte beaucoup plus de la mise en place d'un système de formation des marionnettes que de permettre à ce qu'on ait des citoyens de valeur. Alors cela a perduré et cela a fait en sorte que la science a perdu dans ses lettres de noblesse à cause de cela. Parce que la science, c'est quelque chose, on peut dire, de concret, de parfait, de réel. Mais c'est un réel qui va dans le subjectif chercher l'originalité ou l'originel de tout ce qui n'est pas compris par une certaine catégorie de personnes ou bien qui est appelé à être bien appréhendé. Et de l'autre côté, l'objectif, ce qui est objectivement palpable et tout, associer les deux en forme d'observation, d'expérimentation en vue du résultat. Et si le résultat doit être un résultat concret, un résultat vrai, le genre de le dire, si par exemple on soigne un malade qui vient me voir et qui demande à ce que je lui apporte de l'aide, dans la tête du malade il veut la guérison, mais dans ma tête peut-être moi, je parlais du système médical qui se veut scientifique aujourd'hui, le bonhomme lui c'est prescrire un médicament et vendre des molécules pour l'obligation de moyens, non l'obligation de résultat. Mais là, celui-là, et c'est dit scientifique. Alors, ce genre de science, c'est des sciences mercantiles. Et là, ce n'est pas de la science. C'est une science contextuelle qui va dans un sens pour essayer d'endormir les gens. Bon, maintenant, la connaissance, c'est quoi? C'est quelque chose qui est censé donner de la chance à l'être humain qui va vers celle-là, à la découverte de la connaissance, parce que la connaissance s'acquiert, ça ne se donne pas. Ça lui permet donc à appréhender les méandres des
dessous et des dessus de la vie. Donc il entre du côté subjectif comme du côté objectif de la science et il en sortira de sa recherche des possibilités d'apporter des réponses aux problèmes des gens, donc des solutions palpables. Alors, professeur, vous avez dit tout à l'heure que la connaissance, elle ne se donnait pas, mais c'était une perpétuelle quête parce qu'elle s'acquiert. Alors, si on regarde dans ce prisme-là, où est-ce qu'actuellement on peut trouver de la connaissance? Parce qu'en vous entendre parler de la science, ce que nous avons dans les écoles de formation et tout le reste ne serait pas, selon vous, de la science. Non, ben écoutez, à l'école, on vous dit des choses. Donc, vous les récitez. C'est comme on vous donne un plat de riz et on dit de compter tous les grands degrés qu'il y a dans le plat. Et vous les comptez normalement, vous remettez, on vérifie que tu n'as pas fait faute et on te donne un papier. Donc, on récite les choses qu'on nous dit par des gens qui ont reçu aussi ces choses par une dictée qu'on a dit, que les autres les ont dit, ainsi de suite. Finalement, on est parti où avec ces choses-là, avant qu'on commence à dire ça aux gens? Personne ne se pose cette question. Et c'est ça, l'école, surtout l'école occidentale. Parce que l'école orientale, c'est autre chose. C'est beaucoup basé sur l'observation, sur l'expérimentation et sur les résultats, c'est-à-dire à tous les niveaux. Que vous soyez à l'école primaire, si on vient avec des bâtonnets, on dit compter les bâtonnets, vous voyez les bâtonnets. On ne dira pas 1 plus 1 égale combien, on va dire 1 et 1. C'est-à-dire vous avez deux objets et on va te demander ça et ça, c'est combien. Bon, on ne va pas dire ça plus ça, parce que tu ne vas pas relier les deux objets pour que ça se confonde, pour que ça soit plus. Alors, le résultat, c'est des petites nuances qui ne sont pas concernées par les scientifiques de l'école classique. Bon, par contre, dans le cas de la métaphysique, c'est-à-dire le moindre mot est analysé. C'est-à-dire quand je dis plus, ça veut dire ajouter. Je ne dis pas plus, ça veut dire comparer, ou c'est pas moi, deux choses qu'on rapproche. Bon, alors, pourquoi? Parce que on est dans la subtilité avant d'arriver dans le concret, puisque en métaphysique, c'est de l'irréel que naît le réel. L'enfant qui naît à l'hôpital est un mort-né tant que l'irréel ne se manifeste pas à cet enfant, donc l'énergie vitale. Hein. Il faut que cette énergie puisse entrer et s'implémenter dans ce fœtus qui va cesser donc d'être un mort-né pour devenir un bébé. Alors c'est à cela qu'il est question, bien évidemment. Alors professeur, on sait effectivement que la science est basée sur l'observation, l'expérimentation et ensuite les résultats, bien entendu, en passant par la vérification. Mais maintenant, vous nous aviez fait comprendre que la science devrait aller du subjectif à l'objectif, de l'irréel au réel. Alors, à quel moment on va quitter de l'irréel au réel? À quel moment on va mettre, je vais dire quoi, on va respecter les bases de la science qui voudrait qu'on observe, qu'on expérimente, qu'on donne maintenant des résultats partant de l'irréel pour le réel? C'est une bonne question. Alors, il n'y a pas un moment. Il y a un sens parce que la science, en fait, c'est selon chaque individu. Pour ne pas dire selon chaque groupe d'individus. La science, en fait, c'est aussi une hégémonie. La science est en quelque sorte des normes. Des normes qui sont arrêtées par des groupes d'influence qui, dans le sens des rapports de force, ceux qui ne pèsent pas subissent ceux-là même qui sont influents. Alors maintenant, à quel moment on peut être objectif et à quel moment on peut être subjectif, ou à quel moment la subjectivité prendrait le dessus sur la science? C'est à partir du moment où on se pose la question de savoir qu'est-ce qui anime
telle ou telle recherche à la base. Parce que si par exemple, comme ma baguette en question, la première chose c'est que rien n'est visible sans qu'il y ait la manifestation de l'esprit. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette baguette, quelqu'un qui sait interpréter les vibrations de cette baguette peut en déceler l'esprit qui s'y cache et faire en sorte que de mes mains me retire cette baguette, je vois la baguette la partir, sans que la baguette ait des pieds et que ça n'ait pas des ailes. Pourquoi? Parce que il ne voit pas la matière sans voir l'esprit de la matière. Il ne lit pas les mots sans lire l'esprit du mot. Alors, c'est à partir de l'esprit que se trouve le côté subjectif. Et ce qui forme la dualité. Parce que c'est à partir de la connaissance de cette dualité, de l'appréhension de cette dualité, qu'on peut donc obtenir le mariage qui permet d'asseoir une certaine science. La science, ce n'est pas une histoire. Bon, je donne un exemple banal. Des médicaments où il y a d'un côté l'élément actif, de l'autre côté l'excipient. Alors si l'excipient est constitué des additifs alimentaires nocifs qui puissent nuire à la santé, mais que grâce à ces additifs alimentaires, l'organisme arrive à percevoir la présence de l'élément actif. On a obtenu de ça, de ces médicaments, une démarche scientifique. Pourquoi? Parce que la douleur sera calmée. Mais sauf que la personne n'aura que l'antalgique, n'aura que un sédatif, n'aura que des calmes douleurs, sans toutefois que la cause du mal ne soit extirpée. Alors là, on ne peut donc pas dire que c'est une science qui s'occupe de la dualité qui va du sens de la subjectivité à l'objectivité. Parce que l'objectivité étant d'atteindre le résultat de guérir, de donner la guérison à quelqu'un, et la subjectivité étant de voir ce qu'on peut faire à donner à pourvivre cette guérison à cette personne sans l'intoxiquer. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut lire la science autrement. Voilà. Alors, pour ça, vous aviez cité les sciences médicales, économiques, juridiques et tout ce qui va avec. Alors, en métaphysique, la métaphysique est une science. Est-ce que la métaphysique aurait également ces distinctions dans ses recherches, dans les autres sciences, si je peux me permettre le terme? C'est-à-dire qu'on trouverait peut-être une métaphysique qui serait essentiellement économique, par exemple. Juriste. Tout à fait. Est-ce que c'est aussi... Est-ce qu'il y aurait ces différences? Alors là, écoutez, ça c'est la division de travail. Dans le cadre de la division de travail, nous entrons carrément et simplement dans un monde économique et capitaliste. Parce que, prenons le cas de l'art médical, qui rime directement avec la métaphysique. Parce que dans un corps sain habite une âme saine. Le dit bien, même les religieux. Mais il n'est pas évident qu'on comprenne ce qu'on dit. Mais il est évident qu'on dit quelque chose parce que c'est comme ça que ça doit se dire. Alors, maintenant, s'il faut répondre à cette question, dans le sens de l'art médical, dans l'art médical, il n'y a pas de spécialiste. C'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe des yeux, à part, quelqu'un qui s'occupe de la cage thoracique, et quelqu'un... Non. Parce que même dans la médecine traditionnelle du temps ancien, on s'occupait de la tête, du tronc et des 4 membres. Sans oublier l'organe qui couvrait le corps, qui est la peau. Et là, pourquoi? Parce que la base des maladies, c'est le côlon. Et lorsque on s'occupait de la tête, on savait qu'au niveau
de la programmation des déchets qui sont montés jusqu'au niveau de la tête pour devenir les céphalées ou les migraines ou quoi, c'est pas moi. Il fallait intervenir au niveau du tube digestif particulièrement et purifier le côlon. Et là, par exemple, pour les petits enfants, de 1 à 10 ans, on n'avait jamais des enfants qui boivent des médicaments à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'époque où le modernisme est tombé dans l'empirisme. En fait, on parlait de modernisme parce que les idées empiriques se sont transformées en des idées commerciales, où on peut vendre des gadgets et je ne sais pas moi quoi, et présenter ça comme quelque chose de fabuleux et quelque chose prêt à tout faire. Non, il y avait ça. Il y avait aussi une lecture globale de l'organisme dans l'art médical, où, dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la science classique, l'équilibre acido-basique, des b.a.-ba de la science qui nous apprenaient déjà à la base de l'apprentissage scolaire, c'est pas moi, où on parlait de taux d'acidité ne devant pas dépasser les 30% et le taux d'alcalinité ne devant pas être inférieur à 70%. On transposait cette formation dans le cadre de l'eau, que l'eau, le corps humain a telle quantité d'eau, tout cela. Alors, cela permettait à l'époque qu'on soigne les maladies de la même manière et on trouve l'équilibre. Pour des personnes venant avec leurs plaintes, souvent pas semblables aux plaintes des autres, on appliquait les mêmes thérapies d'ailleurs que l'hôpital a copié avec les perfusions, à donner à tout le monde et à faire partout, et en tout lieu et en toute chose. Alors finalement, on obtenait des résultats et les résultats étaient des résultats de la guérison. Ce n'était pas le genre qu'on a aujourd'hui où toutes les maladies sont incurables. Les maladies cardiovasculaires, dont le diabète, l'hypertension et tout cela, incurables. Le paludisme, incurable tant qu'il y a les moustiques. Qu'on ne comptez pas sur nous, comptez sur vous, curez les carnivores, mettez-vous sous les moustiquaires. Allez. Mais même quand vous faites tout cela, ça ne va pas. On dit, bon, mais écoutez, vous avez une incubation. Ça, des petits mots gentils et très jolis pour vous amadouer et pour vous faire consommer les produits commerciaux MAD humanitaires. Alors, résultat, c'est la science à la base ne s'occupe pas de ce genre de concepts. La science à la base permet à l'homme d'être affranchi. C'est pourquoi on a parlé de la mystique de la science et de la connaissance. Parce que la science, c'est la connaissance. Ce n'est pas des concepts universitaires. Pour, comment je peux dire ça, pour permettre la malhonnêteté haut les mains. Parce que si dans un pays où on ne subventionne pas, par exemple, les accouchements, les césariens naîtront du fait de gagner de l'argent, même quand vous n'avez pas de problème de césarien, on vous en fera consommer une opération chirurgicale. Bon, comme pour dire que même quand l'enfant n'est pas à terme, on va vous dire que mais il a dépassé un nombre de mois, il devrait donc sortir. Mais qu'est-ce qu'il fait encore dans ton ventre? Donc attention, tu peux mourir ou bien le bébé peut mourir. Et la peur étant là, tu dis, venez me zigouiller vite, pardon, parce que je ne veux pas mourir. Et je veux aussi que mon bébé vive. Donc tout cela, c'est des situations non scientifiques. Parce qu'une science sans âme, on le dit bien, hein, c'est l'âme qui est ruinée. Hein. Voilà. Tout à fait. Alors, mais que propose donc la méthode? Parce que il est clair que nous vivons dans un monde capitaliste. Parce que tout à l'heure, vous aviez parlé des normes qui sont les résultats de ceux-là qui influencent le monde. Donc, nous sommes d'accord là-dessus que le fait qu'on ait des maladies incurables, c'est pour faire gonfler le chiffre d'affaires des sociétés pharmaceutiques et tout le reste. Maintenant, qu'est-ce que la métaphysique nous propose donc pour pouvoir sortir
de cette ère où on a mis l'argent, on a placé l'intérêt, la monnaie devant la vie humaine? Alors, disons, c'est compris que l'homme n'est plus au centre de la vie aujourd'hui et que l'intérêt matériel a pris de large dans tous les sens. Alors, qu'est-ce que la métaphysique peut proposer? Rien. Rien du tout. Pourquoi je l'ai dit? Nous sommes ce que veut notre société. Nous ne sommes pas ce que nous voulons. Alors, s'il y a des images, non, des émissions comme celle-ci, de temps en temps qui parlent de choses qui ramènent l'homme au centre de la vie, pendant que, en règle générale, l'homme aujourd'hui est l'outil de la vie, c'est-à-dire on utilise l'homme pour faire les affaires. On n'est plus là pour aider l'homme à vivre, à mieux vivre. Non. Le mieux-être n'existe plus. Alors, qu'est-ce que le métaphysicien peut faire? Il ne peut que déplorer la situation comme je le fais ce soir. Maintenant, à bon entendeur, salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous savez qu'en prenant des sucreries, vous prenez du poison, que vous continuez à en prendre, où est la faute de celui qui vous a informé que les sucreries c'est du poison? Ou bien même l'eau, ou même la nourriture. Alors vous devez plutôt, cette fois-là, vous personnellement, aller à la recherche de qu'est-ce qui a à incriminer l'eau. Est-ce que la personne qui parlait là n'est pas psychopathe par hasard? Ce n'est pas un psychopathe par hasard. Est-ce qu'il a encore le cerveau normal? Alors, la meilleure manière d'être scientifique, donc, cette fois-là, c'est de douter d'une chose et à travers ce doute, arriver à comprendre pourquoi on peut dire des bêtises comme ça. Parce que ce qui est malheureux chez les scientifiques universitaires, tout ce qu'on ne leur a pas dit à l'université n'existe pas ou est mauvais. Alors, si un thérapeute classique du corps officiel de la médecine n'a pas appris quelque chose de ses facultés de la médecine, ne lui en parle pas au quartier. Ah, c'est de la bêtise. Bon, si on lui a dit que le plan médicinal bouche les reins, que les néphrons se mettent en mal à les boire, mais il va raconter ça dans les radios, télé, partout. Il dit ce qu'on lui a dit. Il ne dit pas quelque chose qu'il a vérifié et il en a, en tant que scientifique, observé, expérimenté et trouvé que ce qui lui a été dit est faux. Alors, la chance qu'on a en métaphysique, c'est qu'on ne doute pas pour douter, on doute pour avancer, pour aller vers la compréhension ou la connaissance qui permet, parce qu'en fait, le doute permet de connaître. Par contre, le doute des universitaires permet de s'asseoir sur ses cahiers de cours, de rester dans la réciter. Le fait de réciter les mêmes choses depuis l'enfance jusqu'à on vieillit, on pense que là, on n'a pas perdu le nom. Et pourtant, après l'école, la meilleure chose qu'on reste avec, c'est la culture générale. Mais on ne se cultive même pas. Alors donc, moi je dis, cette émission, c'est une émission d'affranchissement de l'être humain, c'est-à-dire comment faire à ce que l'homme soit affranchi. C'est pour cette raison que nous abordons des problèmes sur le plan social et parfois du domaine social très délicat, parce que nous devons parler aux gens, parce que parmi ces gens, il y en a qui, par ignorance, commettent des erreurs. Et nous ne pensons pas avoir le monopole du savoir. C'est pour cette raison qu'on demande à ce que le doute serve à avancer, c'est-à-dire commencer d'abord à douter de ce que nous on dit pour pouvoir arriver à comprendre si ce que nous disons est vrai vraiment ou c'est vraiment faux. Bon, à partir de là, vous avez déjà la posture d'un métaphysicien. Et à partir de la métaphysique, on sera donc quelqu'un d'affranchi. Voilà. Alors, pour ça, vous avez fait allusion dans votre chronique de l'esprit scientifique
C'est quoi un esprit scientifique en fait? L'esprit scientifique, c'est dire que c'est pas vrai, mais je vais voir. Ah, c'est ça l'esprit scientifique. C'est-à-dire, un bon scientifique n'est pas celui qu'on lui dit que quelqu'un est mort pour vous sauver à la croix. Et pas dire ça partout. Il ne dit plus on m'a dit. Il dit il est mort pour nous sauver. Il commence à crier. Et puis quand tu veux discuter avec lui sur ça, soit il te rappelle que tu es en train de blasphémer, hein, et tu es anti-Christ ou tu es contre Dieu. C'est-à-dire, il essaie de jeter le pauvre sur ta posture. Et comme ça, pour que tu ne continues plus à faire comme si tu le contredisais. Mais lui, il dit quelque chose qu'il a vérifié, non. Et là, ce n'est pas une bonne posture. Et là, ce n'est pas l'esprit scientifique. Parce que l'esprit scientifique, c'est que on dit ce que tu dis là n'est pas vrai. Et par derrière, on se dit, je vais vérifier ça. Voilà. Alors, mais professeur, moi, je reviens toujours sur cette histoire de vérification. Parce que vous nous aviez dit qu'il faut que les gens arrivent à mettre en doute ce que vous nous dites chaque soir et chercher maintenant. Mais dans cette science-là, qui est la métaphysique, qui semble bien s'intéresser beaucoup plus à l'irréel qu'au réel, beaucoup plus à l'occulte qu'à je veux dire quoi, au classique, à quelque chose que nous voyons tous les jours. Comment est-ce que je vais arriver, moi, à dire que non, mais ce qu'il raconte là, c'est le pipeau. Maintenant, moi, je vais faire mon expérimentation. Dans cette science-là, qui est si, je ne vais pas dire abstraite, parce qu'elle ne l'est pas sûrement, mais elle n'est pas palpable. Tout ce qu'on fait dans l'occulte et autres, c'est pas des choses qu'on voit, c'est pas des choses bon, alors, qu'on va expérimenter comment. Commençons par dire, qu'est-ce qui fait qu'on rit? Bon, c'est quelque chose de banal. Ouais. Mais on rit quand même. Il y a une personne, vous la trouvez complètement crispée et vraiment déboursolée. Et puis vous la regardez, vous dites, je vais faire rire cette personne-ci. Naturellement, vous ne savez pas qu'est-ce qui lui fait rire. Parce que là, c'est autre chose. Si vous savez qu'est-ce qui lui fait rire, c'est plus facile. Bon, vous mettez dans une posture de quelqu'un d'un peu toqué, comme pour amener à ce que cette personne-là comprenne que, mais elle n'a pas tellement de problèmes, hein, qu'il y a des problèmes ailleurs. Au bout de ces grimaces, quoi, la personne se met à rire. Parce que si vous regardez très bien, c'est pas tout le monde qui rit lorsque les humoristes ou les conteurs racontent leurs histoires. Tout à fait. Tout le monde ne rit pas. Mais, malgré que tout le monde ne rit pas, au cours de la scène, tout le monde rit. Voilà. Oui, c'est-à-dire la personne parle, d'aucuns sont là, se mettent déjà en joie, et c'est leur vedette là-bas, c'est leur champion, c'est pas quoi, c'est leur personne. Il y en a d'autres qui détestent même la personne en disant, ah, moi je suis venu là seulement parce que je n'ai rien à faire à la maison. Le gars là m'énerve souvent. Bon, mais comme c'est mon copain ou ma copine qui m'a amené, ou bien mon ami, bon, j'y suis. Mais au cours de la soirée, la personne va aussi rire. C'est contagieux. Alors, ces rires-là, c'est mystique, c'est métaphysique. Donc, la métaphysique n'est pas toujours des choses abstraites, dans le sens de l'incontournable ou bien dans le sens des choses imaginaires, hein, ou de la fiction. Parce que ce qui est ce qui n'est pas connu, bon, d'ailleurs, même la Bible chrétienne, je ne sais pas Matthieu quoi, qui dit, ce qui est caché aujourd'hui est occulte et cessera d'être occulte demain quand ce sera connu de tout le monde. Alors si, par exemple, à l'entrée de la cour de quelqu'un, de la barrière de quelqu'un, il y a une herbe qui peut permettre à ce que la grippe de l'enfant pour lequel on est venu aider, du moins assister. Bon, et que vous n'êtes pas
Vous êtes comme ça avec un ami qui dit, bon, écoute, allons assister, j'ai mon ami, allons l'assister parce que son enfant est malade. Vous n'êtes pas qualifié à donner des soins à cet enfant. Ses parents n'ont pas dit qu'il manquait de l'argent pour aller à l'hôpital. D'ailleurs, l'enfant sort de l'hôpital, on ne sait pas quoi faire. Le médecin a dit, allez d'abord vous reposer à la maison. Bon, c'est comme ça que ça attire l'attention des uns et des autres. Et parmi ces gens qui viennent, te voilà dans le lot, pas lot que vous êtes nombreux, c'est-à-dire quand on compte le nombre de gens qui sont passés par là, te voilà dedans aussi. Mais à l'entrée de la maison, tu vois une herbe, tu ne dis rien. Tu entres, l'enfant chauffe et tout. Tu dis à ton ami que je peux aider notre ami là, mais je ne sais pas comment commencer pour lui dire ce que je dois faire. Bon, il dit, mon ami n'aime pas les histoires des plantes médicinales. Lui, il est chrétien. Et la Bible interdit ces choses. Si aujourd'hui, ça n'en interdit pas pour autant que ça le faisait avant, mais lui, il a pris l'habitude de ne pas y aller. Donc, je ne sais pas comment je vais commencer à le lui dire. Pendant que vous discutez, il comprend. Et puis, il demande à son ami, si vous avez quelque chose à pouvoir aider mon enfant, faites-le, pardon, moi, pour moi, je ne sais pas. Bon, tu retournes à l'entrée de la barrière, tu prends l'herbe, tu malaxes un peu, tu frottes sur la tête de l'enfant. Au bout de 15 minutes, la fièvre baisse parce que tu frottes aussi sur le ventre. L'enfant fait caca, son ventre s'aplatit et la fièvre baisse. Alors, on va dire que tu as fait le miracle. Mais tu n'as fait aucun miracle. Aucun. C'est comme l'histoire de Césarien là. Il y a des plantes simples, bidons, que quand une femme entre à l'hôpital, qu'elle commence le travail, qu'elle en travaille, on fait un verre d'eau malaxée de quelques feuilles de ces plantes. Dès qu'elle boit, elle est sur la table et l'enfant sort, même sans douleur. Bon, ces plantes-là, c'est là. Mais ne pas dire ça à quelqu'un qui croit trop en Dieu. Bon, on ne sait pas quel genre de Dieu on croit, jusqu'à oublier que la nature, Dieu est collé à la nature. Dieu n'est pas hors de la nature. Bon, Dieu n'est pas dans les choses usinées, c'est-à-dire les spaghettis, les œufs non fécondés et tout. Ça, c'est l'esprit de l'homme qui l'amène à expérimenter les voies et moyens pour gagner de l'argent. Ce n'est pas les choses de Dieu. Y compris tout ce qui est thérapeutique, qui va dans ce sens. Mais ce qui est de Dieu, on écarte. On raconte des histoires ailleurs, on va avec des histoires ailleurs. Pourquoi? Parce que la colonisation, de l'esclavage à la colonisation, et de la colonisation à la néocolonisation où l'Afrique se trouve aujourd'hui, tout ce qui est de Dieu, qui dépendait de nos traditions, a été mis de côté. On a mis devant des subterfuges de la modernité. Et cette modernité a donc créé des psychoses. C'est pour cette raison que la vérité, du moins le mensonge, a pris la place de la vérité. L'erreur a foutu le camp, la faute est devenue quelque chose de normal. Le décret de l'échec est devenu de l'échec. Le diabète ne guérit pas, l'hypertension ne guérit pas, rien ne guérit, le sida ne guérit pas, buvez vos médicaments, machin, des choses comme ça. C'est devenu un discours officiel que tout le monde a ça, même l'enfant de l'école primaire. Alors quand on a complètement embrigadé le cerveau d'un homme, qu'est-ce qu'on attend d'autre de cet homme-là par après? Parce que moi j'entends souvent les gens en politique, on critique l'autre en disant il fait quoi là, il doit partir. Mais vous faites quoi pour les connaissances de votre vie, pour que vous ne soyez plus les cibles d'enrichissement d'un système? Rien. Donc tout le monde a péché. Alors, on va proposer à nos téléspectateurs la vidéo que nous avons préparée pour ce soir et on va revenir juste après pour la suite des questions.
La vitamine C empêche le développement excessif des réactions d'oxydation qui auraient des effets néfastes sur l'organisme. Une sorte de pompier maîtrisant l'incendie oxydatif. Walter Haworth en détermine la formule chimique. Il l'appelle acide ascorbique. Sendt et Haworth recevront ensemble le prix Nobel en 1937 pour la découverte des processus d'oxydation biologique et en particulier de la vitamine C. Donc vous voyez que c'était une période où normalement la médecine aurait dû faire des pas de géant et nous amener vers un bouleversement complet et profond de la conception de la vie et véritablement un accroissement de la santé. Eh bien, on va le voir, c'est pas du tout ce qui va se passer parce que il y a deux personnalités majeures qui vont s'affronter à l'époque, un véritable savant et un véritable imposteur, et malheureusement c'est l'imposteur qui va dominer. Je voulais vous montrer la superbe chapelle, parce que quand M. Pasteur est décédé, son épouse a jugé qu'il était indigne pour elle de mettre les restes de son mari au Panthéon. C'était tout à fait insuffisant pour un homme comme le grand sauveur Pasteur. Voilà. Donc, on a bâti une chapelle pour Pasteur, une chapelle exprès dans les sous-sols de l'Institut Pasteur. Et cette chapelle, il faut savoir qu'elle est entièrement décorée de mosaïques qui retracent les soi-disant, les prétendues découvertes de M. Pasteur. On va le voir, en fait, Pasteur n'a pas découvert grand-chose, hormis le culot, le marketing publicitaire. Louis Pasteur est né en 1822, il est mort en 1895. Au niveau études, il faut savoir qu'il a eu un mal fou à obtenir son baccalauréat, en particulier à cause des mathématiques. Il ne supportait pas les mathématiques. Pour un savant, c'est quand même un petit peu étonnant. Il a quand même réussi à obtenir un doctorat en sciences et une agrégation. L'agrégation, à l'époque, c'était pas grand-chose, c'était juste l'autorisation d'enseigner. Une agrégation de physique et de chimie. Mais sur le plan biologique, aucune compétence. Il n'est pas médecin, il n'est pas pharmacien, il n'a strictement aucune compétence. Sur le plan du métier, on peut dire que le métier de Pasteur, c'était plagieur, cambrioleur, menteur, imposteur. J'y vais pas de main morte, je suis d'accord, mais c'est la réalité. On lui attribue un certain nombre de découvertes. Par exemple, ce serait lui qui aurait découvert le caractère lévogire, dextrogire ou racémique des substances organiques. C'est faux. C'est un autre savant, Auguste Laurent, qui a fait cette découverte. Et il est mort trop tôt pour pouvoir défendre sa priorité. On lui attribue la pasteurisation. Vous savez, cette technique qui consiste à faire chauffer les substances à 70 degrés pour leur permettre une conservation plus longue. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas lui qui a trouvé ça. Il a piraté cette découverte à un savant qui s'appelait Appert. Et on devrait parler d'apertisation et non de pasteurisation. C'est encore une entourloupette. On lui devrait la découverte des vaccins? Bien sûr que non. Le premier vaccin a été mis au point par Sir Jenner, un médecin anglais, en 1789, c'est-à-dire près de 30 ans avant sa naissance. Et c'est ensuite les docteurs Roux, Toussaint et Chamberlain, qui étaient des médecins ou des vétérinaires, qui ont mis au point les vaccins contre la rage et contre le charbon que l'on attribue à Pasteur. On lui devrait la notion de contagion. Là encore, bien sûr que non. Ce sont Semmelweis et surtout Béchamp qui ont mis en place ces notions-là. Et on va le voir, la notion de contagion n'a rien à voir avec ce que croit aujourd'hui la médecine officielle. Antoine Béchamp est né quelques années plus tôt, mais compte tenu de sa situation sociale, puisqu'il était le fils d'une famille de meuniers, qui n'était pas très argenté, eh bien, il a passé en fait la plus grande partie de son enfance, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, en Roumanie. Et c'est là qu'il a fait ses premiers pas
au niveau scientifique ses études. C'est là qu'il a appris la pharmacie sur le tas et qu'il a obtenu son diplôme de pharmacien. Et puis son oncle, qui était consul de France en Bulgarie, en Roumanie, est décédé. Il est obligé de rentrer en France, de réapprendre sa langue maternelle et de repartir à zéro. Malgré cela, il arrive à obtenir l'agrégation en pharmacie, la licence en sciences physiques, le doctorat en sciences physiques et le doctorat en médecine. Et il a bien sûr exercé différents métiers, mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il était professeur. Pourquoi professeur? Parce que ça lui permettait d'avoir du temps libre pour faire des recherches. La passion de Béchamp, c'était de comprendre, de chercher. C'est le premier qui a été capable de parler de la notion de contagion de façon objective par les germes et les corpuscules vibrants de l'air. Mais sachez-le, cette contagion n'est possible que pour des substances non organisées. Il n'y a pas de contagion sur un être organisé. En tout cas, pas comme on l'entend, pas en tant que guerre bactériologique. Bien sûr, si je me mets à bâiller, vous allez peut-être tous bâiller si je suis un bon bailleur. Ça, c'est la contagion par mimétisme. Il peut y avoir transmission d'informations, on le verra. Mais il n'y a jamais multiplication de germes ou de bactéries ou de prétendus virus à l'intérieur de votre corps qui viendraient de l'extérieur. Et ça, Béchamp a démontré que c'est strictement impossible. Alors, nous sommes de retour sur votre plateau du Monde Inconnu. Professeur, la vidéo que nous venons de passer mettait en quelque sorte Louis Pasteur au tribunal, au banc des accusés. Et on s'est rendu compte que plusieurs de ces inventions, si on peut dire ces inventions, n'étaient autres que, il n'a juste que remis en surface ce que les autres ont eu à trouver avant lui. Mais s'il faut revenir à notre sujet, professeur, est-ce que dans le monde de la métaphysique, y aurait-il pas des personnes aussi malsaines que ce que nous avons dans le monde des scientifiques? Bon, ben, écoutez, l'être humain est divers ondoyant, l'être humain a un côté positif, un côté négatif, tout le monde, y compris moi qui parle, est là. Bon, il n'y a pas de gens parfaits parce qu'il y a un problème d'éviter la souffrance. Par exemple, quand quelqu'un cherche de l'argent, c'est en quelque sorte des provisions qu'il se donne l'idée d'avoir. C'est là que vous pouvez avoir des gens qui ont mis de côté des milliards, qui ne mangeront jamais, qui ne verront jamais. Qu'est-ce que ces milliards-là sont devenus quand ils seront même morts? Ils vont mourir sans savoir même pourquoi ils en accumulaient autant d'argent. Alors, surtout que l'être humain pense qu'il a des garanties quand il a son grenier. Donc même dans les villages, quand on cultive de l'arachide, on doit avoir des provisions pour la saison où il faut maintenant cultiver autre chose en dehors de l'arachide. Il faut peut-être cultiver le manioc, et peut-être le manioc c'est toute l'année, mais le macabo peut-être c'est pas toute l'année, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on essaie de voir si son grenier n'a pas quelque chose en réserve de quoi la survie est possible. Alors aujourd'hui, nous pouvons nous dire donc que, du moins hier comme aujourd'hui, pouvons donc nous dire qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de greniers. Non, il y a toujours que tout le monde a besoin d'un grenier, y compris les métaphysiciens. Parce qu'il y a métaphysiciens et métaphysiciens. Dans les ordres initiatiques, il y a des porteurs des cartes de membres et des pratiquants. Dans les églises, il y a des porteurs de Bible et des fervents et croyants. Donc, dans tous les milieux, il y a des gens qui trichent. Sauf que dans le domaine métaphysique, on n'a pas de besoin de grenier en tant que tel. Parce que ce n'est pas l'étudiant en mysticisme ou bien en métaphysique
parce qu'il a besoin du grenier, que cela se traduit que le grenier, on en a besoin. La métaphysique nous permet de développer des pouvoirs qui sont à l'état latent en nous. Ces pouvoirs doivent nous aider à avoir un grenier subtil, c'est-à-dire pas un grenier provision palpable, mais un grenier quand même, c'est-à-dire que tu payes toutes tes factures à temps. Si tu as le personnel, tu les payes normalement, ou bien tu les payes à temps. Bon, souvent, si le personnel ne répond pas, du moins, si le personnel répond aux abonnés absents, l'entreprise ne va pas leur donner le salaire qu'ils attendent, simplement parce qu'ils trichent. Parce que les gens pensent que si on dit 8 heures au travail, ça veut dire tu viens à 8 heures, tu restes. 8 heures de travail, c'est-à-dire tu travailles pendant 8 heures. Ce qui veut dire que tu ne peux pas travailler pendant 8 heures et ne pas gagner ton argent à la fin du mois, même si ton patron est méchant. Au moins les usagers vous donneront des cadeaux. Comme ça. C'est-à-dire que même dans un service où l'usager n'a pas l'accès au personnel, mais au niveau de la réception, un usager peut laisser 10 000 francs ou 20 000 francs en disant « Vous êtes combien là ?» Bon, essayez de prendre ça, vous êtes trop gentil ici, vous êtes... C'est pas... On ne peut pas ne pas avoir son grenier subtil. Comme nous parlions tantôt vers la fin de l'année, là, on parlait de porte-monnaie spirituel. Beaucoup de gens ont couru vers nous pour avoir le porte-monnaie magique. Et lorsqu'on les expliquait la différence qu'il y a entre le porte-monnaie spirituel et le porte-monnaie magique, ça devenait réticent. Alors, les gens ne veulent pas faire ce qui est propre, ce qui est pur. Ils veulent bricoler n'importe quoi pourvu qu'ils atteignent leurs objectifs. En métaphysique, si tu bricoles du n'importe quoi, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Surtout, ne pas s'engager sur le chemin de la métaphysique, croyant que alors là, tu vas faire ce que tu faisais lorsque tu étais chrétien, ou bien tu étais musulman, ou tu faisais partie de n'importe quelle religion. Là, tu t'embourbes parce que il y a ce qu'on appelle la loi de cause à effet, qui est en quelque sorte le résumé de ce qu'on appelle le karma. Alors, si tu craches en l'air, ça va retomber sur ton visage. Et ça sera tant pis pour toi. Donc, un étudiant en métaphysique, la première base de son fonctionnement mental, c'est de gagner en spiritualité, parce qu'il sait que c'est à force d'aller dans le sens positif, spirituellement parlant, qu'il va devenir un divin. Voilà. D'accord. Alors, professeur, en même temps, vous avez fait allusion juste avant qu'on ne passe la vidéo de certaines plantes qui soulageraient les femmes en travail. Est-ce à dire qu'on devrait se tourner pour se soigner, bien entendu, uniquement vers la nature, ou alors on devrait également faire confiance à ce qu'on nous propose? Alors là, c'est une question piège. Je crois qu'on va aborder un thème un jour de l'art médical et la métaphysique. Bon, pour ce soir, ce que je peux dire, nous parlons métaphysique. Nous ne nous attaquons à aucun système. Nous expliquons seulement qu'en métaphysique, on vit dans la pureté. Cette pureté va dans tous les sens. Va dans le sens de la respiration, c'est-à-dire que savoir comment respirer, parce que respirer est un art. Cet art ne s'enseigne pas à l'école. Alors, on va dans le sens de la diététique, le genre de diététique qui ne s'enseigne pas à l'école, qui consistait à rechercher les besoins en nutriments de l'organisme, et que les nutriments doivent être des macronutriments de quel genre que tu le saches. Et aussi la consommation des aliments neutres, donc 3 types d'aliments: l'aliment céleste, qui est l'air, l'aliment neutre qui est
l'eau et les nutriments, l'aliment négatif. Il faut savoir combiner les trois types d'aliments. Ça, c'est la base. Bon, maintenant, si on est malade, qu'on n'a pas observé les règles de jeu qui permettent de trouver l'équilibre, parce que ce que je viens de dire là, si vous pratiquez ça, vous ne tombez jamais, vous ne devenez jamais malade. C'est-à-dire que le corps ne se prépare pas à un désordre, parce que la maladie, c'est le désordre qu'on a mis dans la tête, le fait d'avoir pris une orientation, de faire certaines choses. Cette orientation entraîne un certain nombre de difficultés aux cellules de mieux fonctionner et le désordre va donc s'installer. Maintenant, quand le désordre s'installe, là où il faut dire la chose, c'est que les urgentistes sont les meilleurs scientifiques du domaine médical. Parce qu'ils s'impliquent. Par exemple, un chirurgien, quand il est devant un malade, il peut dire celui-là, je ne l'opère pas. On a beau le flatter et tout, parce que c'est que s'il l'opère, il va le tuer. Bon, il pense qu'il peut encore vivre et que peut-être par coup de baguette magique, une situation peut l'aider que de se mettre en bistouri. Et là, il s'implique. Par contre, les généralistes et les spécialistes ne s'impliquent à rien. Il fait l'ordonnance. Il ordonne, comme on le lui a dit à l'école. Et dans cette nomenclature, ce qui arrive. Si le produit peut entraîner des déchéances pour un organisme qui ne supporte pas ce genre de produit, ou si la prescription est antipathique au fonctionnement des cellules, le malade s'enfonce. Il est venu marchant, actuellement il n'arrive plus à marcher, finalement il glisse vers la morgue. Et on trouve que c'est normal. Bon, donc, moi je ne suis pas là pour dire aux gens faites ceci, faire cela. Je suis là pour attirer l'attention à qui veut entendre ce que nous disons, dans le sens que nous disons, comme je le disais tout à l'heure, à bon entendeur, salut. Voilà. D'accord. Alors, mais professeur, tout à l'heure, vous nous aviez également donné en quelque sorte les bases pour rester en bonne santé, la respiration, la nutrition. Mais est-ce que pour être métaphysicien, si je peux l'appeler, c'est-à-dire devenir celui-là qui étudie la métaphysique, est-ce qu'il n'y aurait pas des préalables à avoir pour pouvoir se mettre à l'école de la métaphysique? Alors, le préalable, par exemple, un peu de grimba, un peu de magie, un peu d'interdiction, c'est à vous de nous dire. Un peu de démons, parce que souvent, on pense à ça, hein? On pense que quand on dit métaphysique ou magie blanche, ou quoi, bon, de toute façon, moi je pense que la vie est cyclique et rythmique et autour d'une chaîne où chacun de nous est un maillon. Alors, chaque maillon de la chaîne doit rester à sa place. Ne doit pas chercher à quitter sa place pour une autre place. De même, dans nos cellules, dans notre corps, nous ne devons pas perturber nos cellules avec des produits mutagènes, cancérogènes, génotoxiques, bon, qu'on peut retrouver dans les additifs alimentaires, que ce soit en boisson, en médicaments, en charcuterie, du moins tout ce qu'on nous propose, souvent dans des grandes surfaces. Alors maintenant, si vous observez ces choses, vous êtes comme un homme averti en vos deux. Étant donné que, du moins, si vous êtes informé sur l'existence de ces choses, vous êtes un homme averti qui en vaut deux. Étant donné que vous êtes déjà averti, lorsque vous faites quelque chose, vous savez qu'est-ce que vous faites. Vous êtes mieux que celui qui ne sait pas. Bon, parce que nul n'est censé ignorer la loi, encore quoi la loi de la nature. Un bébé qui ignore que le feu brûle, aussi naïf, aussi bébé qu'il soit, Dieu ne va pas dire que,
Comme c'est un bébé, le feu ne doit ne pas le brûle brûler. pas. Bon. Un bébé doit une personne qui ne sait pas nager et qui plonge dans l'eau, hein, où le courant d'eau est rapide et l'eau est profonde, parce que bon, qu'il plonge dans l'eau de lui, pas de lui-même, mais par accident. Dieu ne va pas dire, ouais, vraiment, le type là. Non, tu es dans l'eau, tu es dans l'eau. Donc, tu dois te dire dans ta tête que tant que tu vis, apprends à nager. Tant que tu vis, apprends à comment faire pour que tu rentres dans une colonne de feu et que tu ne sois pas brûlé. C'est-à-dire, apprends à comprendre comment un courant d'air un tourbillon d'air qui peut te ramasser, que tu puisses t'envoler, hein, et que tu ailles atterrir quelque part où il n'y a plus ce tourbillon d'air, que de se mettre dans ce tourbillon d'air et qui va plutôt te frapper quelque part et mourir. Ces choses, c'est nous qui devons les apprendre. C'est nous qui devons savoir que ces choses, parce que il y a l'air, le feu, la terre et l'eau. Ces quatre éléments, à les maîtriser, à les comprendre. Parce que lorsque on faisait des initiations en Égypte, à l'époque où l'Occident était l'Égypte, on apprenait à vaincre le feu. C'était la science vraie. On apprenait à vaincre l'eau. Donc, quel que soit le courant d'eau, lorsque on dit que Moïse avait ouvert l'eau et deux colonnes d'eau étaient de deux côtés, il traversait. Mais c'était un principe. Ce n'est pas des choses parce que Dieu, ces principes existent jusqu'aujourd'hui. Mais ces choses ont été tuées par une science, par l'arrivée de la science mercantile. Parce que n'oublions pas quelque chose. Ceux qui ont colonisé le monde, c'est une poignée de gens qui ont colonisé l'Asie, qui ont colonisé l'Europe même entre eux, qui ont colonisé l'Afrique, qui ont exterminé les rouges, dont les Indiens de l'Amérique, et qui aujourd'hui donnent des leçons même de Dieu, hein, les barbares. Bon, donc, ce qui était pur a disparu. Nos cerveaux sont formatés pour des choses inutiles. Et à partir de là, il est complètement difficile aujourd'hui d'avoir un retour aux sources faciles. Cependant, à vouloir savoir qui on est, parce que Socrate disait, connais-toi toi-même afin de connaître Dieu. On ne peut pas vouloir parler de Dieu alors qu'on ne sait même pas qui on est. Et pourtant, on dit qu'on est à l'image de Dieu. Voilà. D'accord, on va passer bien entendu avec la permission de la technique, on va passer aux questions qui nous ont été envoyées par les téléspectateurs. On va essayer d'y apporter les réponses. C'est le SOS téléspectateur. Alors, on dit souvent que pour bien faire la science, il faut être spirituel, c'est-à-dire faire la métaphysique. Est-ce que c'est une affirmation qui est fondée? Ah oui. Je crois que c'est juste une contribution, ce n'est pas une question. Mais c'est une question. Oui, mais moi je réponds que oui. Ah, d'accord. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de commenter quelque chose qui est déjà dit et qui soit la réponse de ce qui aurait été question chez une autre personne, quoi. Alors, comment faire pour gagner en spiritualité? Alors, pour gagner en spiritualité, c'est d'abord se dire qu'il y a deux sortes de spiritualité. Il y a la spiritualité négative et la spiritualité positive. Celui qui prend la Bible le matin, il part à un culte et puis il revient le soir, il commence à bagarrer avec le voisin parce que ruisselle devant sa cour l'eau que l'enfant n'a même pas versée. L'enfant du voisin traversait et puis il est tombé. L'eau s'est versée. Et comme il avait interdit au voisin de ne plus voir l'eau devant sa cour, voilà la bagarre. Bon, alors à peine qu'il sort de l'église, à peine il est en train de se donner le coup de poing avec quelqu'un et voilà le sang qui coule. Et l'amour du prochain, tout ça là est tombé dans l'eau. Là, c'est la spiritualité d'un genre. Mais la spiritualité qui va vers le positif consiste à voir en la spiritualité une école qui vous permet de vous élever, d'évoluer vers le divin. Parce que l'homme doit devenir un divin.
Un divin est celui qui n'a plus peur de la pauvreté. Un divin qui n'a pas peur de la famine. Un divin est celui qui n'a pas peur de dormir dehors. C'est-à-dire de ne pas avoir de maison, de ne pas avoir de femmes, de ne pas avoir des enfants, simplement parce qu'il sait que ces choses ne s'efforcent pas. Bon, il ne va pas aller voler pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Cependant, en réalité, ça commence comme si tu étais malheureux. Tu n'as ni femme, ni enfant, ni où dormir. Bon, mais au bout d'un moment, tu as tout cela en abondance. Parce que le divin, à un niveau, a tout ce qu'il lui faut en termes de besoins. Puisqu'il n'a pas de choses qu'il désire. Il ne désire rien. Il a besoin de quelque chose qui correspond à ce que sa nature doit avoir comme récompense en fonction de ce qui vaut sa vie. Bon, mais si ce n'est pas ça, vous n'êtes pas dans la spiritualité qui se veut évolutive vers le positif. D'accord, alors bonsoir au professeur. Quelle différence y a-t-il entre une école métaphysique, une école traditionnelle et une école spirituelle? Alors, l'école traditionnelle est une école métaphysique. L'école spirituelle est une école métaphysique, mais sauf que c'est des écoles qui peuvent fonctionner différemment. Si nous prenons les écoles traditionnelles africaines, telles qu'on les pratique aujourd'hui, qui sont inféodées par des patriarches qui sont soit chrétiens, soit musulmans, alors il y a les velléités de fait d'être un peu penché vers le christianisme, parce que en fait, lorsqu'on fait une école traditionnelle, soit asiatique, soit africaine et tout, on ne colle pas Dieu venant d'ailleurs à ces connaissances-là. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que vous avez une école traditionnelle, je ne sais pas moi, du Mbok, chez les Bassa, de l'Ankam, de, je sais pas moi, de Singang et tout, et qu'avant une cérémonie qui concerne votre école, vous priez d'abord à la façon des chrétiens ou des musulmans. Ça ne peut pas marcher. Non. Vous voulez manger, vous priez d'abord. Non. Appelez les ancêtres, comme ça se faisait avant. Bon, parce que on est lié à quelque chose, ou on est lié au sang, ou aux vibrations, ou au concept vibratoire. On n'est pas lié aux concepts dictés par un groupe de gens dont l'influence a pris pion sur rue et s'est manifestée en une sorte d'hégémonie qui domine sur tout le monde. Non. On est lié à quelqu'un. Tu es lié d'abord à ton père et à ta mère. Par le biais de ta peau, par le sang qui y est, par des traditions qui sont les vôtres, et par bien des choses qui vibrent en nous. Nous sommes liés à ça. Maintenant, nous devons aller vers la recherche des aspects positifs et des aspects négatifs. Parce que n'oublions pas que si ton père était tué, je l'ai toujours dit au cours de cette émission, et qu'il ait tué quelqu'un pour prendre pour épouse votre maman. Alors, vous êtes né du sang d'un tueur. Vous ne serez pas indemne des charges karmiques que ce dernier porte. Voilà. Alors, résultat, que vous reniez votre père et que vous l'acceptiez, vous êtes le produit de quelqu'un qui était un tueur. Maintenant, peut-être par des voies métaphysiques, vous pouvez arriver à trouver ce que votre père ne vous a jamais parlé de ça, même de son vivant, ou bien il continue même à vivre et vous vivez ensemble. Il ne vous a jamais dit comment il a eu votre mère pour épouse. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé, comment on avait empoisonné les types avec la complicité de votre maman et d'autrui, et on l'a empoisonné, et votre maman s'est retrouvée chez lui. Vous ne le saurez jamais.
Maintenant, vous voulez vous désolidariser de ces messieurs, mais tout au moins, il faut le savoir. Et comment vous allez y arriver? Vous allez y arriver par le voie métaphysique, c'est-à-dire, à un moment donné, vous pouvez rêver tout ce que ton père a fait. Oui, tu vas rêver tout ce qu'il a eu à faire. Jusqu'à avoir l'image même de celui qui devrait être votre père. Et puis, à un certain moment de la vie, tu peux faire asseoir ta mère et lui dire ton rêve. Elle commence à pleurer. Alors, à partir de là, le repentir arrive de manière salvatrice pour toute la famille. Que par tes recherches métaphysiques, tu as atteint un niveau qui peut arriver à ce que toute la famille se répande. Donc, c'est ça qu'on appelle le messie des familles. Le messie n'est pas celui qui va commencer seulement à sauver tout un pays. Commence d'abord à sauver toi-même, tu vas sauver peut-être tes enfants, ou bien ta mère, ton père, ou tes frères et tes sœurs. Voilà, donc on a des responsabilités. Chacun de nous doit se poser la question, je suis sur la terre pour quelle mission? Quelle est ma mission? Bon, ta mission, c'est de tuer les gens, avoir à amasser les sous, hein, ou à faire quoi? Tu dois savoir. Bon, à voler, à piller, à détourner le fonds ou quoi. Bon, chacun a sa mission. Alors Francis, depuis Yaoundé nous écrit, j'ai un problème, je me vois toujours à l'école dans les rêves alors que je ne fréquente plus. Et aussi, je me vois en train de m'envoler en l'air dans mes rêves. Explication s'il vous plaît. Ça veut dire que tu dois faire les études métaphysiques, tu dois avoir les ailes cachées dans ta double dimension. Donc, il y a une certaine forme de dualité qui accompagne votre vie, qu'il faille à ce que vous compreniez par vous-même. Voilà. Bonsoir à vous sur le plateau. Si la métaphysique est si agréable, pourquoi les autres métaphysiciens détruisent le monde? C'est Landré de Yomaban qui nous écrit. Alors, je ne suis pas sûr si lui, il a fait un ordre initiatique qui a détruit le monde et il en est fui. Bon, parce qu'il ne faut pas tirer des conclusions de certaines personnes, paix à leur âme, que je ne citerai pas à cette antenne ou à lire les livres, c'est sens dessus, sens dessous pour les gens qui sont initiés. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il les reprochait dans la société où il était devenu un homme aigri, il voulait un poste ministériel et il n'en trouvait pas un. Il fallait écrire dans tous les sens, homosexualité, rose quoi, franc-maçonnerie, tout ça. C'est l'amalgame. Alors si c'est de ces lectures-là que vous pensez, que vous basez votre question, comme pour affirmer que, ou confirmer, c'est pas moi, que ce que vous avez lu est vrai. Alors moi, je ne connais pas l'école métaphysique qui autorise les gens, je parlais d'école métaphysique, d'aller tuer les gens. Moi, je ne connais pas. Moi, c'est que quand vous faites la métaphysique, vous avez peur du karma. Bon, alors le karma, on n'en parle pas à l'église. Parce qu'à l'église, c'est le dernier jugement. Donc faites tout ce que vous voulez maintenant, tuez les gens et tout. Attendez le moment que vous allez mourir. Soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. Alors les gens, comme personne n'est venu de nulle part, du moins de ces lieux d'enfer ou de paradis, rapporter le fait que ça existe ou ça n'existe pas. Les gens tuent les gens. Par contre, en métaphysique, on te dit que si tu as été une autorité qui tue sa population ou qui maltraite les gens, tu vas mourir et revenir peut-être un infirme, mendiant, hein, du genre lépreux. Donc quand tu vois un lépreux, tu ne sais pas d'où il sort. Pourquoi il est lépreux? Est-ce que Dieu est comment on peut dire, est-il amour vraiment ou bien il est sadique? Pourquoi à côté naissent les gens en bonne santé et de l'autre côté naissent des gens très très malades avec des infirmités? Alors là, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit sur ces personnes. Et quelle volonté? Parce que les choses que vous avez faites, vous devez les payer au cours de votre vie. Donc moi, je ne sais pas où on peut aller dans une sérieuse école métaphysique où on trouve des gens qui sont en train d'apprendre les leçons, comment les détruire, leurs semblables. Bonsoir, quelqu'un avec qui vous n'avez aucun lien peut-il vous attaquer dans la sorcellerie? Oui, ça dépend. Quel lien?
Tu ne peux pas passer ton chemin, quelqu'un ne connaît pas ton nom. Et c'est la première fois qu'il te voit. Et il t'attaque à la sorcellerie. Non. Mais tu peux avoir un lien que tu es une femme. Tu prends son argent, tu manges. Lorsque il te demande l'affaire qui vous a amené qui l'a amené à te donner de l'argent, tu lui dis non. Moi, je ne suis pas là pour des petites choses comme ça parce que vous savez bien que moi, je suis chrétien ou bien Dieu n'aime pas ça. Mais entre-temps, tu prends son argent. C'est un lien. Un lien peut aussi être que vous êtes dans le voisinage et les choses se passent. C'est toujours un lien. Il y a toujours un lien. On ne peut pas du jour au lendemain vous attaquer comme ça gratuitement, ça marche. C'est pas évident. Alors, bonsoir, moi c'est Amédée vivant à Douala. Je souhaite m'intégrer dans l'école du mystère. Où se trouve-t-il, s'il vous plaît? Hors antenne. Il faut appeler hors antenne. S'il y a une école de mystère, on ne parlait pas de ces choses-là à la télé. Alors, bonsoir, merci pour l'émission. S'il vous plaît, à quand la série d'émissions concernant le chant choral pour l'élévation de l'âme? Ou encore, comme vous nous avez déjà montré la différence entre religion et Dieu, que devons-nous faire pour nous élever à travers le chant choral? Bon, on va voir si les chants ont quel impact vibratoire sur l'âme. Pour le moment, le sujet n'est pas bien étudié, on ne peut pas élaborer et du moins donner des bonnes réponses. Moi, je ne veux pas donner des réponses aujourd'hui, demain je change de position. Ce que je sais, c'est que chanter, c'est prier 2 fois. Voilà, comme on nous dit souvent. C'est comme rire thérapeutique, c'est-à-dire lorsque tu peux rester seul, même quand quelque chose ne te fait pas rire, mais organiser le rire. Tu commences à rire à gorge déployée. Alors là, tu te libères en termes de vibration et même en termes d'équilibre organique. Tu provoques un certain nombre de... C'est comme un petit sport en fait, mais qui prend plutôt la zone thoracique. Voilà. Alors, j'aimerais savoir la définition et le sens physique de la métaphysique. Alors, la métaphysique, c'est un art qui vous permet d'avoir des connaissances et que, à travers ces connaissances, vous saurez qui êtes-vous. Et à partir de là, sachant qui vous êtes, vous serez à même de savoir les pouvoirs qui dorment en vous. Et à partir de là, vous parviendrez à les développer. En les développant, vous allez vous élever, vous cessez d'être un homme ordinaire, tout en étant ordinaire à vous voir debout. Mais quelqu'un d'affranchi. Voilà. Alors, on a René qui nous écrit depuis EDEA. Bonsoir professeur, vous n'aviez pas eu le temps de répondre à ce message la semaine passée. Alors, je pisse énormément, surtout dans la nuit. Parfois même, ça m'empêche de dormir tellement je me réveille pour pisser. Il est bien vrai que je bois assez d'eau, environ 3 litres d'eau par jour. Mais la fréquence de mes urines me laisse perplexe. C'est quoi le problème? Bon, les médecins te diront que peut-être tu as un début de diabète. Et moi, je ne sais pas, comme je ne sais pas quel âge la personne a, bon, pisser énormément et plusieurs fois, ça n'a pas beaucoup de rapport avec des maladies prostatiques, mais beaucoup plus avec des maladies sucrées, comme on dit souvent, c'est-à-dire le diabète. Donc, je ne sais pas quel âge il a, ou c'est type 1 ou c'est type 2, comme on a refait les idées, les discours du diabète, parce que c'était maigre avant, infusé et gras. Bon, maintenant c'est type 1, type 2. Bon. Donc, c'est mieux qu'il appelle hors antenne et on en discute. Voilà. D'accord. Alors, Samuel voudrait savoir quelle différence existe-t-il entre méditer et prier? La différence, c'est que méditer, c'est communier avec les forces spirituelles. Et prier, c'est faire des supplications à l'égard d'une entité qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait même pas s'il existe. Si elle existe, cette entité-là. Bon, mais qu'on prétend ou bien qu'on suppose qu'elle existe et qu'elle est à l'écoute. Voilà, qu'on a baptisé Dieu.
Voilà. D'accord. Alors, bonsoir à vous, plateau professeur. J'aimerais savoir si toutes les sciences se valent ou bien y a-t-il des sciences abstraites et concrètes, et quelle est l'importance de la métaphysique dans nos sociétés ou dans la vie de l'homme. C'est Abel qui nous écrit. Alors, il y a des sciences concrètes et il y a des sciences abstraites. Mais la métaphysique a la chance d'être en même temps concrète et en même temps concrète et en même temps abstraite. Maintenant, toutes les sciences se valent ou pas, c'est un problème de quel genre de science. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, dans le monde médical, il y a d'un côté le médecin généraliste, le médecin spécialiste, les chirurgiens, dont les urgentistes et tout. Ils n'ont pas la même valeur, mais tous sont des scientifiques. Je dis que les urgentistes sont très très valables et sont des scientifiques d'un très haut niveau. Parce que c'est les sapeurs-pompiers de ce milieu-là. Dès que les uns et les autres mettent le feu, ça termine chez eux. Et c'est eux qui sauvent les gens des situations graves. Alors, je ne sais donc pas si ces sciences-là sont valables, parce qu'en fait, tous sont dans le même domaine, mais scientifiquement différents. Alors, comment concevoir ou caractériser une assise spirituelle? Là, c'est un problème d'initiation. Parce qu'il faut commencer par le b.a.-ba de la métaphysique comme base pour évoluer. Parce que l'assise spirituelle, c'est-à-dire les restrictions à fond. Vous ne mangez plus n'importe quoi, vous ne faites plus n'importe quoi, vous n'entrez pas dans n'importe quel milieu. Et certains même vont jusqu'à ne pas porter des chaussures, ils ne se coiffent plus jamais, c'est-à-dire ils se lavent à peine. Tout ça, bon, ils ne mettent pas des jolis habits forcément. Ça dépend de quel mouvement vous êtes. Moi, le mien n'a pas ce genre d'assise. Alors, que signifie l'hypnose et l'auto-ionisé? Je ne comprends pas très bien. Bon, l'hypnose, ça s'apprend. Hein. Moi, je crois qu'il y a des choses que on doit se dire. L'hypnose, c'est une petite science que le serpent utilise pour ses proies. Bon, alors on peut parler des regards hypnotiques. Bon, vous regardez une personne et à force de la regarder, si par exemple un homme commence à te regarder que tu es une femme, demande-lui s'il veut sa photo comme ça, qu'il te lâche un peu, parce qu'il peut faire comme ça, vous commencez à rire et à rire avec lui. et quand vous allez rire ensemble, là il aura l'occasion de vous parler. Bon, et là, l'amitié commence là. Donc vous êtes déjà hypnotisé. En fait, c'est comme ça à peu près l'hypnose. Au-delà des pratiques de magnétisme, de somnolence, de somnambulance et tout cela, bon, mais l'hypnose, c'est déjà, ça passe d'abord par le regard, en fait. D'accord. Bonsoir au panel, je me nomme Marop Le Christian. J'ai un problème car arrive ou même quand je me décide à laisser la masturbation, je n'arrive pas. Quand je dors, ma tête tourne et parfois j'ai des pertes de connaissance. J'ai une grand-mère qui est sorcière. S'il vous plaît, que dois-je faire? Je suis à Douala, au niveau de Bédi, à Douala 5e. Alors celui-là, il va nous parler de ces choses-là correctement hors antenne, hein, en utilisant ce numéro qui l'a permis de faire le message, parce que l'affaire qu'on accuse les grands-mères là souvent, tous les gens qui ont vieilli sont sorciers. Moi, je crois que même moi là, hein, je suis vraiment sorcier. Mais ce qui est vrai, c'est que les enfants sont aussi sorciers. Moi, j'ai vu dans une école primaire les enfants licoter leur maître et le bastonner correctement. Et ces enfants étaient les enfants de cours préparatoires. La personne avait l'impossibilité, dans l'impossibilité de s'élever. Personne ne le voyait attaché. Et il y avait des traces de coups de fouet sur sa peau. Voilà, jusqu'à être blessé. Il criait que les enfants veulent me tuer. Et il riait. Les enfants étaient là pour rire. Personne ne le voyait le taper. Alors donc, moi je sais que
à tous les niveaux, on peut naître sorcier. Et la grand-mère en question, il faudra donc qu'on scrute jusqu'à quel niveau on doit l'accuser. Parce que, voilà. Alors, j'ai besoin du numéro du professeur. S'il vous plaît, ne prenons pas les appels à l'antenne. Les appels, c'est hors antenne. Comment joindre la métaphysique et la religion pour avoir le bien-être de l'homme? La religion, la métaphysique n'interdit pas aux gens d'aller à l'église ou de devenir musulmans. Moi, j'ai été chrétien, mais là, depuis l'enfance, je me suis islamisé alors que je faisais déjà la métaphysique. Donc, si vous voulez bien, vous faites la métaphysique, vous allez dans vos églises ou dans vos mosquées. Mais sauf qu'à un certain moment, vous pouvez vous sentir fatigué de jouer à ces jeux et de se stabiliser, soit rester chrétien, puisque votre âme est beaucoup plus de ce côté-là, soit rester dans le cadre de vos recherches initiatiques pour mieux approfondir votre évolution spirituelle. Voilà. D'accord, on prend un autre message. S'il vous plaît, nous ne prenons pas d'appel à l'antenne. Les appels vont se faire hors antenne dès demain ou encore juste après l'émission. Alors, bonsoir maître, comment éviter les sorciers et que faut-il faire pour ne pas tomber malade? Bon, disons, éviter les sorciers, on aura une occasion, on aura des émissions pour éviter les sorciers, on dira peut-être des choses, mais déjà, il faut savoir dire la sorcellerie pour l'éviter. Vous ne pouvez pas voir les gens commencer à les éviter, ou bien qu'on te donne la recette sans savoir qui est donc sorcier et qui ne l'est pas. C'est ça. Alors, Léonard voudrait savoir que pensez-vous de la Kabbale juive? Bon, de toute façon, la Kabbale, déjà, c'est quelque chose qui est longuement étudié. Mais moi, je pense que je ne suis pas censé vous donner une réponse en ce qui concerne la Kabbale juive. Voilà. Alors, professeur, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent depuis. Alors, la prochaine édition, nous allons parler de la suite de cette émission, c'est-à-dire la mystique de quoi là? La mystique de la science et la connaissance. Voilà, on va y aller jusqu'à arriver au sanctuaire. Comment construire un sanctuaire, donc un temple en soi, bon, pour s'élever. Parce que là, c'est une série d'émissions comme on en a fait dernièrement avec la mystique du sexe. Là, maintenant, on est dans une autre forme de mystique, mais qui nous permet de devenir des hommes affranchis. Donc, on va apprendre comment faire un sanctuaire en nous, donc un temple en nous, au-delà du temple hors de nous. D'accord, alors pour ce soir, ce qu'il y a à retenir, c'est tout simplement d'avoir un esprit scientifique qui est celui-là qui met toujours en doute, mais pas pour le plaisir, pour chercher à connaître réellement ce qu'il en est de ce sur quoi nous doutons. C'est en fait la quintessence de ce qui a été dit ce soir. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h. Nous avions été ravis de vous connaître nombreux et rassurez-vous, tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir leur message lu, nous ferons des efforts au courant de la semaine de vous envoyer des réponses. Mais d'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée.